on ne décide pas de 95% de nos actions. C'est décidé, mais pas par notre mental conscient. On va dire c'est nos choix, et en fait non, c'est pas du tout nos choix, où on est dans un choix très restreint. Dans des larges familles, on a des conditionnements sociaux, on a des conditionnements qui sont liés à l'autorité, et derrière ces conditionnements, il va y en avoir des tonnes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, nous allons sortir du bocal à poisson rouge ce matin. Et une fois n'est pas coutume, je vais demander à mon invité de se présenter. Qui êtes-vous ? Je suis André Charbonnier. Bonjour. Merci de votre accueil. Enchanté. Alors vous êtes sûr d'être André Charbonnier ? Parce que quand on vous pose cette question, qui êtes-vous ? Comment est-ce que vous y répondez normalement ? Normalement, ça dépend à qui je m'adresse. Parce que je peux dire mon nom, je peux dire mes professions, et puis je peux dire tout simplement « je suis ». D'accord. Ça dépend à qui. Alors, ça dépend de la conversation. Qui est donc devant nous ce matin et qui est celui qui va s'adresser à vous pendant une heure ? Alors, plutôt l'écrivain. Je suis aussi coach, accompagnant, dirigeant d'un centre de formation. Mais là, c'est en tant qu'écrivain, l'auteur de Obligé. Aux éditions Lumière. Voilà. Pour lequel vous m'avez invité. Bien. À noter que vous avez créé votre propre méthode de libération des souffrances, qui s'appelle le Festen. Alors le Festen, c'est un moment particulier de toute la méthode, qui est la méthode Charbonnier, modestement. D'accord, oui. Que vous avez commencé par appliquer sur vous-même. Exactement. On va parler du conditionnement ce matin. Comment est-ce que vous pouvez définir le conditionnement ? Très simplement, c'est soit quelque chose qu'on fait, soit quelque chose qu'on pense, sans en être l'auteur. C'est-à-dire que l'origine est ailleurs. D'accord. Donc, en fait, finalement, un conditionnement, c'est obéir à quelque chose sans savoir qu'on obéit. Exactement. On est tous conditionnés ? Tous. Alors ça, impossible d'y échapper. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple à ceux qui nous écoutent pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle ce matin ? Qu'est-ce qu'on fait à l'insu de notre plein gré dont on pense qu'on le décide ? Donnez-moi un exemple. Alors, par exemple, prendre un café le matin. On pense qu'on va dire j'aime le café le matin, sans mon café le matin, je peux pas me mettre en route. Mais en fait, on est conditionné, c'est un réflexe qu'on a acquis. Il y a des conditionnements qu'on adopte comme ça, et puis il y a des conditionnements qui nous sont imposés de l'extérieur. Et l'éthique de langage, vous voyez, ça c'est du conditionnement. Et on pense qu'on décide de ça, ou même des fois on les oublie. Tous les gens qui ont des tics de langage, les bons, je veux dire, tout ça, c'est du conditionnement. Et puis, alors sur le café, là, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de prendre leur café, ils vont vous dire, non, je suis pas conditionné à prendre un café, je prends un café parce que ça me fait plaisir de démarrer ma journée en prenant un café. Voilà, on a tout dit là, c'est exactement ça. Je pense être aux commandes alors que je ne suis pas aux commandes. C'est pas moi qui le dis, ça c'est tous les psychologues, psychanalystes, tout le monde s'entend pour dire que 95% de nos pensées, de nos paroles et de nos actions sont commandées par notre inconscient. 95%, ça veut dire qu'on est à 5% aux commandes de notre vie. 95% des actions qu'on fait seraient faites à notre insu. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites ça, ça veut dire que c'est quoi ? C'est du pilotage automatique ? Oui, qui vient de loin derrière. On peut prendre un exemple que tout le monde vit, c'est le choix d'un compagnon ou d'une compagne. On va dire, je choisis cette fille parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des cheveux blonds, parce que voilà. Et alors qu'en fait, on oublie tout ce qui vient de nos ancêtres qu'on porte, tout ce qui vient des peurs qu'on a eues quand on était enfant, de toutes les attentes qu'on a. Et tout ça, c'est des attentes inconscientes, des peurs inconscientes, des désirs inconscients. Et nous, on a juste les 5% conscients. On a juste ça. Mais quel rapport avec le conditionnement, par exemple, dans le fait qu'on choisisse une compagne ou un compagnon à l'insu de notre plein gré ? Alors, par exemple, je vais être conditionné à n'aimer que les blondes. Je vais me conditionner à n'aimer que les blondes. Et moi, je vais dire simplement, je préfère les blondes. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est ma nature.
Alors qu'en fait, non, c'est pas ma nature, c'est ma structure. Mhm. Alors, on va prendre d'autres exemples de conditionnement pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être à qui ça va parler. Par exemple, saler les plats avant de les goûter. Exactement. Ça, c'est un conditionnement typique. Parce que on le voit là avec cet exemple-là, c'est pas en lien avec la réalité. Dans la réalité, si j'étais aux commandes de ma vie, je goûterais d'abord. Mais là, le fait de saler avant montre bien que c'est déjà fait par avance. La décision est prise par avance, en fait. On peut prendre le fait de se laver les mains avant de passer à table. Bon, ça, c'est un truc qui disparaît un peu. Ah non. Non. Alors là, en ce moment, on se lave les mains. Oui, là, en ce moment. En ce moment, on se lave les mains avant de passer partout. Avant de passer partout, c'est vrai. Mais moi, quand j'étais enfant, c'était, il faut se laver les mains avant de passer à table. Et bien des enfants avaient des parents qui étaient tellement stricts que l'enfant, il disait, mais je viens de me les laver. Ah oui, non, mais tu passes à table, tu te laves les mains. Ça, c'est un conditionnement. Alors après, la question, c'est d'où ils viennent, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a adopté ces conditionnements? Pourquoi est-ce qu'on les a achetés? Oui, on a un moment pour y répondre. Il y a un autre conditionnement, que vous rapportez, c'est jouer au foot, les lacets défaits. Ah oui, ça c'est un exemple que je donne dans le livre. Oui, mais moi je me suis dit, mais en quoi est-ce que ça c'est un conditionnement? Est-ce que c'est pas quelqu'un finalement qui est dyspraxique et qui sait tout simplement pas faire ces lacets, vous voyez? Alors, dans l'exemple que je donne dans mon livre, le conditionnement, il est pour moi, il n'est pas pour celui qui joue les lacets défaits. Il est pour moi qui supporte pas de voir ce camarade jouer avec des lacets défaits. Mais ça me hérisse. Alors que, comme je le décris, il joue très bien, il n'est pas gêné du tout. C'est vous, ça vous pose un problème à vous. Exactement. Ouais. Moi, je suis conditionné pour avoir des lacets attachés. Alors, vous avez une passion pour les conditionnements et cette passion, vous l'avez nourrie. Vous avez commencé par être un autodidacte du conditionnement. Mais pourquoi et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à un sujet comme les conditionnements? Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui interrogeait. Déjà, j'ai un côté un peu anormal. Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Il y a toujours pourquoi, d'où ça vient, pour quelles raisons. Donc j'ai quand même cette tendance-là depuis que je suis tout petit, de vouloir comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Et puis, ça se manifeste sous forme de pourquoi. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi c'est comme ça. Et c'est ce qui m'a conduit à développer ce qu'on appelle l'interrogation critique. C'est-à-dire, je suis critique à propos de tout. Je ne prends pas une information comme ça. Ah bon? C'est pour ça qu'on parle d'esprit critique aujourd'hui. C'est ça. On manque beaucoup d'esprit critique, d'ailleurs, dans l'époque qui est la nôtre. On en reparlera tout à l'heure. Donc vous avez commencé à interroger, comme vous le dites, sur les conditionnements, et vous avez fait votre propre enquête sur tout ce qu'on avait dit et écrit sur les conditionnements. Qu'est-ce que vous cherchiez? Moi, je me cherchais moi, en fait. Au début, je ne le savais pas, mais moi, j'étais dans une grande souffrance. Une souffrance pour laquelle j'étais conditionné à ne pas l'avoir. C'est-à-dire que moi, jusqu'à 20 ans, j'allais très bien. Pour moi, de mon point de vue, j'allais très bien. Il a fallu différents épisodes pour voir qu'en fait, non, ça allait pas si bien que ça. Et donc, je me suis mis à chercher qu'est-ce qui n'allait pas chez moi et d'où ça pouvait venir. Et donc, j'ai eu un chemin un peu particulier au niveau personnel, où on peut dire que ma souffrance devenait de plus en plus évidente à moi-même. Et puis en parallèle, j'ai eu un chemin professionnel où j'ai été éducateur, formateur, coach, toujours dans l'aide. Et ça m'amenait à comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et si vous voulez, c'est la rencontre des deux, ou le cheminement parallèle des deux qui m'a conduit à m'interroger sur l'être humain et puis après sur les conditionnements. Alors, c'est quelque chose que j'ai observé. Donc, c'est peut-être pas une réalité, mais c'est moi qui l'ai observé. Parce que j'en fréquente beaucoup et que j'en vois beaucoup. Souvent, les coachs que j'observe ont été eux-mêmes en grande souffrance. Comment est-ce que quelqu'un dans grande souffrance peut aider les autres? Ça, c'est une super question. Moi, ça me paraît fou. Mais je vous jure, c'est mon interrogation. Mais je dis, mais attends, mais comment toi, tu peux aider les autres? Oui, ça, c'est une super question. C'est vraiment la question. Elle est centrale principale. dans cet accompagnement aux autres. J'ai rencontré une fois un énergéticien. Et il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Il avait regardé tous mes chakras, voilà. Et puis il me dit,
Moi, je lui dis, j'accompagne des personnes. Et il me dit, ah non, dans l'état dans lequel vous êtes, vous pouvez accompagner personne. Et surtout que, alors moi, dans ma notion de l'énergie, encore une fois, c'est personnel, l'énergie se transmet. Ben oui, Donc, si vous transmettez de l'énergie à quelqu'un et que c'est une énergie qui est polluée, exactement. vous voyez les dégâts que vous faites. Et donc, au départ, tous les accompagnants, tous ceux qui sont dans le métier d'aide, en fait, sans le savoir, ils cherchent à se guérir eux-mêmes. Et comme ils n'arrivent pas à se guérir eux-mêmes, ils essayent de guérir l'autre. Donc, tant qu'on n'a pas guéri soi-même, c'est pas la peine d'essayer de guérir l'autre. On va pas faire que des conneries, j'exagère. Mais il y a toujours... on peut pas se réparer en réparant les autres. Non. C'est ça que ça veut dire. Non, ça non. Par contre, les autres peuvent nous servir de miroir pour voir ce qui ne va pas chez nous, mais c'est pas avec l'autre qu'on va le guérir, ça, jamais. Donc, André Charbonnier, vous avez commencé par comprendre ce qui n'allait pas chez vous, Oui. par vous réparer, et ensuite, vous avez utilisé cette expérience pour aider les autres. C'est ça. Quand j'ai compris d'où venait ma souffrance, qui était un secret de famille que j'ai mis en évidence, j'ai cherché comment résoudre ça et j'ai inventé quelque chose. J'ai inventé quelque chose qui n'existait pas. C'est le fameux festin, la cérémonie de libération. Et moi, ça m'a permis de me libérer. Et donc après, comme à l'époque, j'étais déjà coach, donc j'avais déjà un passé d'accompagnant depuis pas mal d'années, j'ai réfléchi à comment aider les autres avec ça, comment en faire profiter les autres. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment étudié sous cet angle-là, sous cet angle nouveau, le fonctionnement de l'être humain. Et c'est là que j'ai vu comment on était conditionné, comment on était prisonnier de notre inconscient majoritairement. Pour ceux qui nous écoutent, finalement, les conditionnements donc, qu'on a en nous, c'est une bonne, c'est une mauvaise chose. En quoi c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger? Moi, je le dirais en posant une question, c'est est-ce que ce conditionnement, il a plutôt tendance à me ressourcer, à me soutenir, ou est-ce qu'il a tendance à me limiter, à me gêner? Par exemple, si on revient sur l'exemple du café. Oui. C'est un conditionnement, j'ai envie de vous dire. Ça dépend. Sympa. Sauf si on est au courant que le café, c'est un poison, par exemple. Mais si c'est pas un poison. Ah, si c'est pas un poison, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des bons et des mauvais conditionnements, en fait. Il y a des bons et des mauvais conditionnements, et puis il y a ce que disent les Américains, si c'est pas cassé, ne répare pas. Donc il y a des choses, il vaut mieux pas toucher, c'est pas la peine, si je vais bien. Puis il y a des choses, moi je vois les gens qui viennent me voir ou qui viennent me voir, ils viennent toujours me voir parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, sinon on ne va pas vous voir. Voilà. On parle de conditionnement ce matin avec mon invité André Charbonnier, self-made man de l'accompagnement et qui publie Obligé au pluriel aux éditions Lumière. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, 95% de nos actions sont induites. Ça veut dire qu'on ne décide pas de 95% de nos actions. C'est ça que vous appelez les conditionnements, André Charbonnier? C'est ça, c'est-à-dire que c'est décidé, mais pas par notre mental conscient. C'est décidé quelque part quand même, il y a une décision qui se prend, mais on n'en a pas conscience. Alors que nous pensons que nous sommes acteurs de nos décisions, que nous décidons, et c'est nous qui sommes aux manettes, en fait, aux commandes. C'est ça. On va dire c'est nos choix, et en fait, non, c'est pas du tout nos choix, où on est dans un choix très restreint. On peut prendre un exemple très large, par exemple, quelqu'un qui sort de l'école, il se demande ce qu'il va faire comme travail, sans voir qu'il est conditionné pour chercher un travail. Alors qu'il est conditionné pour chercher un travail. On n'est pas obligé de travailler. Si, on est obligé. Non. Qui nous oblige? Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui fait de la musique toute la journée, donc qui fait sa passion toute la journée, et la question qu'on lui pose, oui, mais toi, tu ne travailles pas. Exactement. Comme si faire de la musique toute la journée, c'était rien. C'est ça. Comme les mères au foyer, d'ailleurs, finalement. Comme à l'école. Ouais. À l'école, c'est j'ai eu 20 en dessin. Ah non, ça compte pas. Ramène un 20 en maths, ça compte. Vous avez identifié différents types de conditionnements. Donc, quels sont les conditionnements que vous avez identifiés, André Charbonnier? Dans des larges familles, on a des conditionnements sociaux, c'est-à-dire que la société nous impose certaines obligations, certaines façons de faire. On peut parler de la politesse, par exemple, c'est un conditionnement. On peut parler, je parlais du travail, c'est un conditionnement social. On a des conditionnements
qui sont liées à l'autorité. Ça, c'est une des grosses parties. On est conditionné pour obéir à nos parents. Et on ne le voit pas non plus, mais on est conditionné pour croire qu'on appartient à ses parents. Et ça marche dans l'autre sens d'ailleurs, puisque les parents, ils croient que les enfants, ils leur appartiennent. Mais en quoi c'est un conditionnement, ça ? Eh bien parce que c'est une décision qui n'est pas prise par la personne elle-même. Dire « mes enfants », on n'a pas de mot dans la langue française pour parler de son enfant sans utiliser un possessif. « Mon fils ». D'où c'est ton fils ? Il y a ma bouteille, il y a mon téléphone, mon fils. Et pourtant, vous n'allez pas dire j'accompagne l'enfant dont je suis le père à l'école. Personne ne va dire ça. On est conditionné par ça. Et donc, les parents sont conditionnés pour posséder leur enfant, et les enfants sont conditionnés pour obéir aux parents. Et derrière ces conditionnements, il va y en avoir des tonnes. C'est-à-dire que ça, c'est la racine. Alors là, vous prenez comme exemple dans votre livre, nous sommes conditionnés pour obéir à notre patron ou à notre chef, et nous sommes conditionnés pour croire qu'il a raison. C'est ça. Parce que derrière le patron, derrière le chef, il y a mes parents. Parce que, en fait, à ce moment-là, le patron, il va être uniquement un symbole. Ça, c'est une grosse partie de notre vie. Nous sommes très dépendants des symboles. On croit qu'on est attaché à la chose, mais en fait, on est attaché au symbole. J'obéis à mon chef parce que c'est un symbole. Voilà, ça c'est important, puisqu'en fait, vous convoquez les symboles. Sans symbole, il n'y a pas de conditionnement. Oui, c'est vraiment une grosse partie, ça, du conditionnement. On voit par exemple des adolescents qui sont conditionnés à chercher de la marque, à porter de la marque, si on dit toujours comme ça aujourd'hui, je ne sais pas. Peu importe la réalité, peu importe, je ne sais pas s'il veut des baskets d'une grande marque, peu importe si elles sont confortables ou pas confortables, il veut de la marque. Peut-être qu'il va avoir des baskets plus confortables sans marque, mais non, celle-là, il n'en veut pas. C'est un conditionnement. Et vous expliquez comment les gens du marketing et de la publicité ont appris à conditionner les gens, à prendre possession de leur cerveau. On reviendra là-dessus tout à l'heure, puisqu'on parlera des politiques aussi qui le font. Quels sont les autres conditionnements que vous avez identifiés ? Un gros morceau aussi, c'est le conditionnement par les peurs. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Oui, c'est ce qu'on vit en ce moment, et on a des peurs extérieures et des peurs intérieures. Et moi, le gros travail que j'ai fait de découverte du fonctionnement de l'être humain, c'est vraiment centré sur les peurs. C'est-à-dire que nous sommes majoritairement dirigés par des peurs. Et ces peurs, c'est toujours des peurs de ne pas être aimé ou de ne pas être sécurisé. Ça vient de l'enfance. Et si on a manqué de sécurité ou qu'on a manqué d'amour, on va déclencher des manques, et derrière ces manques, il y a la peur de manquer, la peur de mal faire, la peur d'être rejeté, la peur etc. Mais alors comment les peurs agissent-elles sur le conditionnement ? Expliquez-moi. Eh bien, si par exemple, j'ai été dévalorisé par mes parents, je ne peux pas remettre en cause mes parents. Ça, c'est quelque chose qui m'est interdit. Je dois garder absolument maman égale amour, papa égale sécurité. Ça, c'est la base du travail que j'ai accompli. Et ça, c'est déjà un conditionnement. Ça, c'est un conditionnement. Maman égale amour et papa sécurité, c'est un conditionnement. Qui nous vient de très loin dans l'histoire de l'humanité. Donc, mes parents, par exemple, mon père me dévalorise, il passe mon temps à dire « t'es nul, t'es rien, tu vaux rien », etc. Je ne peux pas remettre mon père en cause, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'accuser. Je vais dire, si mon père me dit que je suis nul, c'est qu'il a raison. Je suis nul. Et une fois que je me suis dit ça, mais il faut que je respecte mon mensonge. Ça veut dire qu'il faut que je devienne nul. Donc je me conditionne pour être nul. Et du coup, j'ai une peur qui est créée en même temps, c'est la peur d'être nul. Parce que personne ne veut être nul. Et ça va marcher pour tout. Je vais avoir peur de réussir en même temps que j'ai envie de réussir. Mais je suis conditionné pour rater. C'est l'effet Pygmalion. C'est ça, c'est l'effet Pygmalion. Oui, à l'envers, mais ça marche dans les deux sens, l'effet Pygmalion. Exactement. On finit par être ce qu'on projette sur nous. Ouais. Et donc, derrière des peurs, mais il y en a des dizaines, des centaines, et à chaque fois, il y a des conditionnements. Donc, je vais me conditionner en fait pour me rendre moi en moins. Il va falloir que je m'enlève quelque chose.
Je m'enlève de la valeur, je m'enlève de l'amour, je m'enlève des capacités, je m'enlève de la confiance. Et tous les gens qui manquent de confiance, c'est pas naturel. Naturellement, on est fait pour avoir confiance en nous. Il suffit de regarder les animaux. Vous voyez un animal, je sais pas, regardez un oiseau se poser sur une branche, il regarde pas où il met ses pieds. Hein. Il a confiance. Hein. Eh bien, pourquoi nous, c'est pas pareil ? Eh bien, parce que on n'est plus dans notre nature, on est dans une structure. Alors, il faut comprendre cette idée qui est centrale. Il y a ce qui est naturel et il y a ce qui est structurel. Alors, exemple de ce qui est naturel chez l'homme. L'amour est naturel. Se nourrir est naturel. Tous les besoins fondamentaux, déféquer, c'est naturel. Être en relation, c'est naturel. Voilà, on a plein de choses naturelles comme ça. Mais tout ça, c'est maintenant quasiment partout. Tout ça est est parasité par une structure mentale et par des conditionnements. Par exemple, dans l'alimentation, on est conditionné pour manger des choses qui sont contraires à notre bien-être. Notre corps, il veut pas de ça. Naturellement, notre corps, il veut pas de ça. Ça fait quelques années que ça vient un peu, ce discours-là. Oui, enfin, ça fait des millions d'années que ça vient. Non, parce que vous expliquez qu'au départ, finalement, on mangeait très peu d'aliments. Alors, on mangeait très peu d'aliments. On en mangeait peu. Et puis, on était mono-aliments. Voilà, c'était ça. Bon. Pendant des millions d'années, l'être humain a été mono-aliment. Et puis, il y a eu du mouvement. Et puis, à un moment donné, on a commencé à chasser. On a commencé à avoir de la nourriture qu'on avait normalement très peu. On a commencé à en avoir beaucoup. Et on s'est conditionné. Par exemple, le sucre, on n'est pas fait pour manger du sucre. Dans la nature, à part du miel, qu'est-ce que tu trouves dans la nature ? Du fructose. Des fructoses, voilà, des fruits. Ouais. Mais tu n'en trouves pas à la pelle. Là, avec le sucre blanc, le sucre raffiné, tu en as autant que tu veux. Et le sucre blanc, manque de bol, c'est de l'opium. C'est la même chose. C'est une drogue. C'est marrant, on a changé. Avant, on disait de la cocaïne. L'étude avec les rats, c'était sur la cocaïne. Mais bon, maintenant, on dit de l'opium. Bon. Donc, ça veut dire que c'est une drogue. C'est addictif. Drogue. Voilà, c'est ça. Ouais. Les céréales sont addictives aussi. Même principe. Le lait, la caséine du lait, addictif. Même principe. Et ça, c'est notre structure qui nous amène. Par exemple, là, on est dans les périodes de fin d'année. On a des repas de fête. Dans un repas de fête, il n'y a quasiment rien qui est naturel. C'est-à-dire où notre corps, il fait « Ah, super, merci de m'envoyer ça ». Quasiment rien. Tout ce qui est cuit, tout ce qui est transformé, c'est pas naturel. Et nous, notre humanité a créé des recettes très élaborées. Et bien ça, c'est pas naturel. Ça relève de la structure. Ça relève du conditionnement ? Ça relève du conditionnement. C'est bon, les recettes ? Ben oui, c'est bon. Et ce que je veux dire, bien sûr, c'est bon. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans le c'est bon, c'est le C apostrophe. On a rendu meilleur, enfin, ou pas, peut-être, c'est vrai. Mais c'est ça le truc, c'est que comme on ne voit pas qu'on l'a créé, on dit c'est bon, on pense dire une vérité. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire je crée cela bon pour moi. Je décide que c'est bon pour moi. Mais c'est une décision pourtant. D'autres types de conditionnement ? Alors après, on va passer... Après les peurs, oui. Après les peurs, là, tous les conditionnements que j'ai déclinés, c'est des conditionnements intérieurs, des conditionnements que j'adopte. Parce qu'il y a des conditionnements extérieurs aussi. Ouais, les conditionnements qu'on va m'inoculer. Et on a plusieurs grands registres. Il y a tout ce qui est du domaine de la consommation et la publicité. Il suffit de voir le budget mondial de publicité pour voir qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est sûr que une marque, elle va pas dépenser. J'ai plus en tête le chiffre que consacre Nike à son budget publicitaire, mais c'est des milliards, c'est plusieurs milliards par an. Ils jettent pas l'argent par les fenêtres. Hein. Il n'y a pas que. On peut citer d'autres marques. Toutes les marques. Il nous en manque deux pour être bien avec le CSA. Je sais pas. Adidas. Voilà, Adidas. Et puis, il nous en faut encore une. Courir. C'est bon.
Ouais, courir. non, c'est pas- Est-ce qu'ils sont sur le même... Ah non, ils ne jouent pas dans la même cour. Ils ne jouent pas dans la même cour, mais ça peut Non, être... mais c'est pareil. je sais pas. Ils ont un budget publicitaire et ils ne jettent pas l'argent par les fenêtres. Donc, nous sommes influencés. Donc, nous sommes conditionnés. Moi, je connais plein de gens qui vont vous dire, mais de toute façon, la publicité n'a aucun impact sur moi. Je bien ne sûr. peux pas être conditionné par la publicité parce que elle ne peut pas m'attaquer et je suis plus fort que ça. Eh oui. C'est encore une fois tout. Comment dire? Il y a une chose qui est très simple, c'est que si c'est inconscient, j'en ai pas conscience. Donc dire je le saurais, bah non, puisque c'est inconscient, tu peux pas le savoir. Donc on peut pas on peut pas justifier de quelque chose par rapport à l'inconscient, parce que si c'est inconscient, j'ignore que je le subis. Vous, votre postulat, c'est que tout le monde est conditionné. Tout le monde, tout le monde, Même ceux qui disent, bah non, moi je ne le suis pas. bien sûr. Personne n'échappe aux 95%. Et tout le but de la méthode Charbonnier, c'est de grignoter sur ces 95%. C'est-à-dire de récupérer les commandes de sa vie. D'autres conditionnements extérieurs avant de marquer une autre pause de conditionnement publicitaire pour ceux qui nous écoutent? On peut parler par l'économie. On est conditionné pour vivre dans un monde guidé par l'économie. C'est-à-dire que ça n'interroge personne que ce qui pourrait guider la société, par exemple, c'est le bonheur. On pourrait dire, tiens, faisons ce qu'il faut pour qu'il y ait un maximum de gens heureux. Non. Et personne n'interroge ça. Non, si on est conditionné pour gagner plus, pour réussir, pour fabriquer de l'argent et de la richesse. Tous conditionnés, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est mon invité qui le dit, André Charbonnier, qui publie Obligé aux éditions Lumière. Vous vous intéressez à la question des conditionnements et puis vous livrez votre méthode pour se déconditionner. Est-ce qu'il y a un test pour savoir si on est conditionné? Il n'y a pas besoin de passer de Non. test. Non, ça c'est... Un test là qu'on pourrait faire tous. Il y en a peut-être là qui résistent encore, qui disent mais non, moi je suis pas conditionné. Mais il suffit de s'interroger, et c'est d'ailleurs la première étape pour se déconditionner, c'est d'interroger les choses qu'on n'interrogeait jamais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je prends le métro à cette heure-là? Mais les gens se posent pas la question. C'est que la question de pourquoi je me lève le matin, je connais peu de gens qui s'interrogent ou qui ont une vraie réflexion sur cet automatisme. C'est ça. Et pourtant, le déconditionnement va commencer là, commencer à être en interrogation critique. Savoir ce qui se passe dans ma vie, voir toutes les décisions que je prends. On prend entre 3000 et 6000 décisions par jour. Ça fait 3000 et 6000 carrefours où moi, je ne les vois pas. Je taille la route. Eh bien, si je veux reprendre les commandes de ma vie, c'est d'identifier un maximum de ces carrefours. Et puis de m'apercevoir qu'en fait, ma route n'est pas droite, c'est que j'ai des choix. Mais pour l'instant, les choix, je ne les vois pas. Ou je ne veux pas les voir. Qu'est-ce que vous faites, André Charbonnier, comme différence entre un conditionnement et un automatisme? Alors, l'automatisme, il peut naître de l'habitude. Si par exemple, je mets mes clés de voiture en rentrant chez moi dans une coupelle, ça devient un automatisme, je rentre et puis je fais le geste. Ça, c'est au départ un automatisme. Mais ça va finir par être un conditionnement. Je me suis conditionné, auto-conditionné. Alors si c'était si facile que ça, tout le monde l'utiliserait. Tocqueville disait « Ils voteront comme on a dit, comme on leur a dit ». C'est ça. Donc, ce qui voudrait dire que comme tout le monde a les mêmes méthodes, tous les candidats peuvent les appliquer. Oui, on est prisonnier d'un système qui n'est pas interrogé. Tout à l'heure, je disais qu'on est branché sur l'économie. De la même façon, on est branché sur la politique. C'est-à-dire, personne se dit, mais au fait, si on avait un autre système qu'un système politique pour diriger notre vie, non, on a le choix entre différents systèmes politiques, différents partis politiques. Mais ça sera de toute façon de la politique. Alors, dans votre livre, vous décodez l'épopée Macron. Oui. Vous n'êtes pas encore intéressé à l'épopée Zemmour. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'épopée Zemmour par rapport au conditionnement et finalement à cet engouement qu'il semble susciter chez pas mal de Français? Alors, s'il y a un engouement qui est suscité, déjà, c'est parce qu'il est vu.
Donc il faut se poser la question de comment ça se fait qu'il est vu. Il est vu parce qu'on le montre. Qui c'est on? C'est la même chose que quand je parle de Macron. Il a fait des unes à tire-larigot. Alors vous répertoriez le nombre de unes qu'il a fait. C'est phénoménal. Des unes qu'il a fait, vous nommez l'Empire Lagardère, puisque vous dites que Macron, finalement, c'était lui, quand il travaillait chez Rothschild, qui était chargé de piloter la vente de l'empire médiatique d'Arnaud Lagardère. C'est ça. Ça a un lien? On m'aurait menti. Il y a toujours une décision quelque part qui est prise, et si on n'interroge pas, on ne verra pas qu'il y a une décision. Là, il y a une décision, c'est de nous montrer Zemmour. Qui prend cette décision et pourquoi est-ce qu'on nous montre Zemmour? Est-ce que c'est Bolloré qui prend la décision, comme on le dit, que finalement Zemmour, c'est la marionnette de Vincent Bolloré? Oui, et puis il y en a d'autres qui disent que Zemmour, il est monté en épingle pour être descendu en flammes dans pas longtemps, pour être diabolisé. Il y a plein d'hypothèses. Mais en tout cas, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis au courant de rien, quoi. Je ne suis pas dans ces sphères-là. Je ne sais pas qui décide, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je vous parle de conditionnement de téléspectateurs ou de personnes qui vont voter, moi, en fait. Alors, les gens qui vont aller voter, ils ne voient pas qu'ils vont voter en fonction de ce qui leur est montré. Et pas en fonction du programme des gens. C'est les gros cylindrés, comme on dit, qui vont gagner, parce que c'est ceux-là qui sont montrés. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on sait de ce qui va être appliqué? Même si pareil, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais l'homme de la rue, il dit, mais les hommes politiques, de toute façon, c'est des promesses non tenues. J'invente rien quand je dis ça. Alors, pour se déconditionner, dites-vous, c'est qu'il faut sortir de l'autoroute, il faut dérailler. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi dérailler pour vous? Eh bien, c'est justement sortir de cette pensée automatique que je n'interroge pas. C'est-à-dire, je suis comme sur des rails et il n'y a pas de moyen de sortir des rails, quoi. Je ne suis pas comme sur une route où je peux prendre des sorties. Il n'y a pas de sortie. Et donc, il faut que je trouve les sorties, il faut que je les crée moi-même. Je dois me rendre compte qu'en fait, j'ai des choix. J'ai des choix de pensée, j'ai des choix de parole, j'ai des choix d'action. Il faut que je le récupère, ça, parce que pour l'instant, je ne le vois pas. Bon, alors, quelle est la méthodologie, justement? Qu'est-ce qu'on doit commencer par interroger, André Charbonnier? Alors, sa façon de penser, sa façon de regarder le monde, sa façon de prendre des décisions, et puis trouver ces fameux carrefours, c'est-à-dire commencer à voir à quel moment j'ai décidé de quelque chose sans me rendre compte que j'ai décidé de quelque chose. Et ça peut être sur des tout petits trucs. J'ouvre le tiroir, je prends un couteau, j'ai pas conscience d'avoir décidé d'ouvrir le tiroir et de prendre un couteau. Eh bien, si je commence à me rendre compte de ça, je dis, ah bah oui, tiens, ça c'était un des 6000 carrefours. C'était un des 6000 carrefours. Eh bien là, j'ai déjà commencé à reprendre du pouvoir sur moi. J'ai commencé à récupérer les commandes de ma vie. Attendez, donc techniquement, vous nous proposez de séquencer nos actes et de se dire, bon voilà, je suis en train de faire ça. C'est ça que vous... ça. Voilà. Ça, c'est une méthode qui marche bien. J'ai décidé de faire ça, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est une méthode qui fonctionne bien pour justement prendre conscience qu'il y a des carrefours dont je n'avais pas conscience. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai pris conscience de ça, je peux me dire, alors c'est qu'il y a d'autres carrefours, il faut que je les trouve. Et par exemple, je vais aller voter, j'ai conscience là d'avoir le choix entre plusieurs candidats, mais quelles sont les questions que je ne me pose pas? Ça, c'est très difficile. C'est ça le plus difficile. D'interroger des choses que je n'interrogeais pas. Donc d'interroger les informations que je reçois. Par exemple, je regarde la télé, un journaliste me dit il va faire beau demain dans le sud de la France. Qu'est-ce que ça me prouve? Ça me prouve que le journaliste, il est en train de me dire ça. Point. Vous me dites, je m'appelle Philippe. Qu'est-ce que ça me prouve? Ça me prouve que vous me dites que vous vous appelez Philippe. Enfin, et vous expliquez quand même dans votre livre que nous sommes conditionnés à croire ce qu'on nous dit. Oui. À prendre ce qu'on nous dit pour
Pour argent comptant. Ouais, Voilà. Vraiment. On l'a dit. Quand j'étais jeune, c'était ça. Ils l'ont dit dans le Poste. Ils l'ont dit dans le Poste. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, les gens ne croient plus, n'ont plus la confiance qu'ils avaient à ce qu'ils disaient dans le Poste. Ils le remettent même en question. Bon, moi, je trouve pas, non. Moi, je trouve que les gens, ils suivent les consignes. Moite-moite. Non, Moite-moite. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui suivent les consignes et ceux qui disent, parce qu'ils l'ont dit dans le Poste, je ne vais pas suivre les consignes, on nous ment. Alors, oui, effectivement, il y a deux blocs. Et dans le deuxième bloc, c'est comment sont-ils arrivés à ça ? Comment sont-ils arrivés à penser que les médias mentaient ? C'est des gens qui ont exploré. La différence entre les deux camps, c'est qu'il y en a un qui n'interroge pas et l'autre qui interroge. Alors celui qui interroge, c'est celui qui remet en question la parole des médias ou toutes du Poste. Les informations, tout ce qui descend. Je vais interroger ça. Je ne vais pas prendre pour argent comptant. Et là, à ce moment-là, je commence à récupérer du pouvoir sur moi-même. Parce que je sais qu'il y a des intérêts en jeu. Je ne suis pas traité dans la société comme un être humain. Je suis traité comme un produit de consommation. Je suis traité comme quelqu'un qui va acheter. Alors, si vous remettez en cause aujourd'hui la parole officielle, on va vous traiter de complotiste. Alors, oui, il y en a qui sont sont traités de complotistes. Moi, je ne m'occupe pas de savoir si je suis complotiste ou pas. Moi, je m'occupe de moi et de récupérer les commandes sur moi. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va me desservir ? Et donc la question, c'est à quoi ça va m'aider ? À quoi ça me sert de reprendre les commandes de ma vie ? Moi, ça me rapproche de mon bonheur. Je suis de plus en plus heureux et je suis de plus en plus éveillé. C'est-à-dire, je suis de plus en plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis conscient aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait, je suis conscient de tous mes actes, je suis conscient de toutes mes pensées, je suis conscient de toutes mes paroles. Plus rien ne m'échappe. J'ai récupéré un pouvoir extraordinaire parce que j'ai compris que je pouvais décider de mon état intérieur. C'est moi qui décide, c'est plus l'extérieur. Par exemple, si quelqu'un m'insulte, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Pourquoi ? Parce que j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris ma structure, j'ai compris mes conditionnements et je me suis libéré de mes conditionnements. Si on prend le cliché, t'as insulté ma mère, tu traites pas ma mère. Si quelqu'un insulte ma mère, je suis conditionné pour réagir tout de suite. Mais où ça m'emmène ? Où est-ce que ça m'emmène ? J'ai pas posé la question, ça. Or ça, c'est une question qui est vraiment pour moi fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat ? Si j'arrive à faire un arrêt, une pause dans ma vie, au lieu de dire comment je vais réagir, je vais dire qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat. Ça change tout. Alors en gros, qu'est-ce qu'on a comme outil dans votre boîte à outils pour le déconditionnement ? Qu'est-ce que vous avez, André Charbonnier ? L'interrogation critique et la reprise du pouvoir sur les symboles. C'est-à-dire trouver tout ce qui agit sur moi en tant que symbole et pas dans la réalité. Les symboles qui nous entourent, ce sont des symboles qui sont propres à la société dans laquelle on grandit, oui, et aussi dans le milieu dans lequel on a grandi. Absolument, ça, bien sûr. Ça, c'est la colonne vertébrale, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est, le milieu nous conditionne. Ça, si je suis né en Occident, je suis conditionné pour manger avec des couverts. Si je suis dans une partie de l'Inde, je vais manger avec mes doigts. Et voilà, je suis conditionné à ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'agir là où je peux agir. Et dans ma société, quels symboles agissent sur moi qui me desservent et qu'il faudrait qu'ils arrêtent de me desservir. Reprenez le contrôle de votre vie, déconditionnez-vous. La méthode d'André Charbonnier dans son livre qui vient de sortir, Obligé au pluriel, aux éditions Lumière. Merci d'avoir été avec nous, André Charbonnier. Merci de votre accueil. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez l'émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée
Je précise qu'on trouve mon livre sur le site méthodecharbonnier.com. Ça sera ça le plus rapide pour l'obtenir. Charbonnier, voilà, comme le nom d'un de vos ancêtres, évidemment. Évidemment. Très belle journée santé sur Beurre FM.